Quels sont les bons critères pour choisir vos actions en bourse? C'est la question à laquelle je vais répondre. Aujourd'hui, je vais vous donner la méthode que j'utilise personnellement pour faire mes investissements dans des sociétés cotées. Je précise que je ne donne pas ici de conseils en investissement, je vous donne simplement mon avis avec mes arguments et ensuite c'est à vous de faire vos recherches et de prendre vos décisions d'investissement. Il est possible que cette méthode ne soit pas adaptée à votre situation personnelle. Premier critère, la taille de la société. Personnellement, je me focalise sur les small et mid cap, c'est-à-dire les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de dollars. Les small caps, c'est-à-dire les petites sociétés, ont une capitalisation inférieure à 2 milliards de dollars et les mid caps, c'est-à-dire les sociétés de taille moyenne, ont une capitalisation qui est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce critère? Il faut bien comprendre que en termes de montant, la très grande majorité du capital qui s'investit dans des actions s'investit via des intermédiaires, c'est-à-dire des fonds de pension, des banques privées ou vos assurances vie en unité de compte. On dit que l'investissement est mutualisé. Par conséquent, le montant des actifs sous gestion pour chaque intermédiaire est très élevé et se compte d'habitude en milliards de dollars. En revanche, chacune des équipes de gestion va en fait investir dans un nombre assez limité d'actions, quelques dizaines tout au plus. Ce qui veut dire que chaque investissement dans une action va vite s'élever à quelques millions, voire quelques dizaines de millions de dollars. Et pour que les arbitrages puissent être faits de manière suffisamment rapide, les gestionnaires sont obligés de choisir les actions dont la liquidité, c'est-à-dire le nombre d'actions échangées par jour, est suffisamment élevé. Donc structurellement, du fait de leur taille, ces intermédiaires sont obligés de choisir les grandes capitalisations, celles de plus de 10 milliards de dollars. Ils délaissent totalement les petites capitalisations et vont être également beaucoup moins présents sur les capitalisations moyennes. On se retrouve donc dans une situation où il y a beaucoup de concurrence sur les sociétés de grande capitalisation et beaucoup moins sur des sociétés plus petites. Les investisseurs sur le segment des small et mid cap, c'est majoritairement des fonds spécialisés ainsi que des investisseurs particuliers et les montants sous gestion sont bien inférieurs. Plus la taille de la société diminue et moins vous avez de concurrence. Et cette concurrence plus faible crée bien entendu des opportunités. C'est-à-dire qu'on trouve des anomalies de valorisation, des sociétés oubliées par le marché dont le cours de bourse devient anormalement bas par rapport à sa véritable valeur. Et c'est à ce moment-là que je me positionne à l'achat à des prix qui peuvent être extrêmement attractifs. Avant de continuer, un petit rappel, si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider surtout à se développer, eh bien pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Deuxième critère, la valorisation. Mon objectif est toujours d'investir à un moment où il existe une forte décote de valorisation, où je suis convaincu que le prix est très attractif et que donc j'ai une grande marge de sécurité, quelle que soit l'évolution de l'activité. Entre parenthèses, pour maximiser vos chances de trouver effectivement ce type de société, vous devez vous fixer le moins possible de contraintes géographiques et être prêt, par exemple, à investir à la bourse de Singapour, de Toronto ou de Varsovie. Très concrètement, pour savoir si une valorisation est attractive, il faut analyser des ratios issus des données financières de la société. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je détaille les ratios et également la façon dont je les interprète. Le lien vers la séquence où j'en parle va s'afficher juste au-dessus et je le mettrai également dans la description. Mais je vais vous faire quand même un résumé rapide. On a d'abord les ratios qui sont relatifs aux résultats de la société. Donc on utilise souvent la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA ou alors le PER. Ensuite, on a les ratios qui correspondent à l'analyse du bilan pour savoir si le bilan de la société est suffisamment solide. Donc là, par exemple, on utilise la capitalisation divisée par les fonds propres de la société pour savoir si les fonds propres sont suffisamment élevés pour encaisser des années de perte. Ensuite, on a également la dette nette divisée par l'EBITDA. Donc là, c'est tout simplement pour savoir eh bien, si la société n'est pas trop endettée. Ensuite, on a les ratios qui sont relatifs à l'analyse des flux de trésorerie. Donc, est-ce que la société génère suffisamment de cash? Et enfin, on a les ratios qui sont relatifs à la rémunération des actionnaires. Donc là, il y a deux choses. D'une part, les dividendes que vous connaissez, mais également, on a les rachats d'actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. C'est une rémunération
indirecte des actionnaires, puisque après avoir racheté les titres sur le marché, eh bien, la société les annule et donc le nombre total d'actions en circulation diminue. Avec tous ces éléments, vous allez pouvoir vous faire une première opinion sur la valeur de la société, mais ça ne va pas être suffisant pour prendre une décision. Il va falloir également analyser le passé, c'est-à-dire l'historique de la société, et également vous faire une opinion sur les perspectives de développement. Troisième critère, comme je viens de le dire, le critère suivant est l'analyse de l'historique de la société, si possible sur au moins 5 ou 10 ans. Il va falloir regarder l'évolution du chiffre d'affaires et des marges et comprendre également si le développement s'est fait par croissance organique ou par croissance externe, c'est-à-dire en rachetant d'autres sociétés. En faisant cette analyse, vous allez vous faire une idée sur la tendance long terme. Est-ce que la société est en croissance, en décroissance ou plus ou moins stable en termes d'activité? Vous allez également voir s'il y a un caractère cyclique au développement de la société ou si les résultats peuvent être très volatiles d'une année sur l'autre. Une activité qui est stable ou en faible croissance sur le long terme n'est pas forcément un point négatif. Bien entendu, une croissance régulière du chiffre d'affaires et une amélioration ou un maintien des marges sur le long terme est un indice fort que vous avez à faire à une équipe et à un management de qualité. D'un autre côté, si vous constatez une baisse de l'activité et des marges sur le long terme, c'est un signal très défavorable. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison-là que le prix est très bas. Et dans ce cas, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait rendre l'investissement pertinent. C'est une annonce récente faite par la société, comme par exemple la signature d'un nouveau contrat qui offre à nouveau des perspectives de croissance. Quatrième critère. Le quatrième critère, c'est justement le futur, c'est-à-dire les perspectives de développement de la société. Je préfère vous dire que cette partie de l'analyse est souvent la plus difficile parce que pour le faire correctement, vous devez bien comprendre l'activité de la société, mais aussi bien comprendre son marché et les facteurs qui vont le faire évoluer. Comprendre l'activité d'une société, ça veut dire être capable d'exprimer simplement en 2 ou 3 phrases ce que vend la société, ce dont elle a besoin pour fabriquer ses produits ou concevoir ses services, et quelle est véritablement sa valeur ajoutée. À ce moment de l'analyse, il faut identifier ce que l'on appelle les indicateurs clés d'activité. Souvent, vous allez pouvoir les trouver dans les publications périodiques de résultats de la société. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous avez ici la société qui s'appelle Torex Gold. C'est une mine d'or qui se trouve au Mexique. En fait, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps dans une vidéo que j'avais faite au sujet des mines d'or. Donc, je vais vous mettre le lien juste au-dessus et également dans la description. Donc en fait, vous pouvez trouver les indicateurs clés d'activité pour cette société en fait directement sur le site. Donc là, je vous les ai affichés. Par exemple, pour cette société-là, eh bien, un indicateur important, ça sera la quantité d'or qu'ils arrivent à extraire pour chaque tonne de minerai qui est extrait du site. Deuxièmement, vous avez la quantité d'or en onces qu'ils vont arriver à produire à partir de cette mine. Vous avez également ce qu'on appelle le All-in Sustaining Cost par once, donc c'est-à-dire le coût total pour arriver à produire une once d'or. Donc ça, c'est un élément très important et vous pouvez le comparer aussi à d'autres mines et à ce coût moyen du marché. Et enfin, le dernier indicateur clé d'activité pour cette mine, eh bien, ce sont les réserves d'or de la mine que possède la mine qui ont été évaluées et qui vous permettent eh bien, de vous faire une idée sur la capacité future de cette société à générer du chiffre d'affaires. Ensuite, il faut comprendre comment évolue le marché. Donc, pour continuer sur l'exemple de l'or, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce site donc, qui s'appelle gold.org qui justement publie régulièrement des informations, des statistiques très détaillées sur ce marché. Vous pouvez par exemple consulter ici toutes les informations sur l'offre et la demande. Vous avez la production des mines et vous pouvez visualiser son évolution. Également au niveau de la demande, eh bien, vous pouvez voir par exemple la demande qui provient des banques centrales, qui a beaucoup augmenté ces 2 derniers trimestres. Vous pouvez visualiser également l'évolution du coût moyen de production par once d'or, dont on a parlé juste avant.
ou l'évolution des flux d'investissement dans les ETF basés sur l'or qui permettent de vous faire eh bien, une opinion sur le sentiment des investisseurs vis-à-vis de ce secteur. Enfin, vous devez identifier les principaux concurrents et comparer les données financières de ces concurrents, y compris les indicateurs clés d'activité dont je viens de parler, eh bien, entre ces concurrents et la société que vous analysez. Ce que vous voyez ici, c'est le tableau comparatif que j'avais fait à l'époque dans la vidéo au niveau des ratios de valorisation entre la société que je présentais, Torex Gold, mais également tous les autres concurrents, toutes les autres mines d'or qui étaient sur le même segment des small et mid cap. Cinquième critère, l'analyse de l'actionnariat et de son évolution. Donc, au sein de l'actionnariat, ce qu'il faut arriver à identifier, c'est deux catégories d'investisseurs. D'abord, ce qu'on appelle les insiders et d'autre part, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Tout d'abord, les insiders. Les insiders, ce sont des actionnaires qui vont avoir accès à un certain nombre d'informations sur la société avant que ces informations soient rendues publiques. Donc, typiquement, ce sont des membres du management de la société, ça peut être des membres du board également, ou alors des actionnaires, par exemple institutionnels, qui ont un pourcentage significatif du capital et qui souvent sont également membres du conseil d'administration de la société. Quand vous avez un pourcentage élevé d'insiders dans l'actionnariat d'une société et que ces insiders ne vendent pas de titres, c'est souvent un signal très positif. D'abord, ça veut dire qu'ils croient vraiment au potentiel de développement de la société. Et deuxièmement, ça veut dire qu'ils sont incentivés, c'est-à-dire ils ont un intérêt financier important à développer la société puisque leur patrimoine va beaucoup augmenter si jamais le cours de bourse augmente. Un signal très positif, ça va être par exemple dans les cas où vous identifiez que des insiders sont en train d'acheter des titres sur le marché. Donc là, il faut bien vérifier que ce n'est pas simplement des attributions d'actions gratuites, mais que c'est bien de l'argent qui est investi par ces insiders pour acheter des titres. Donc ça, c'est un signal très positif. Et à l'inverse, effectivement, quand vous voyez des insiders qui vendent massivement, hein, c'est uniquement dans les cas où ils vendent massivement des actions, et bien là, ça peut être un signal plutôt assez négatif. Gardez bien en tête que d'habitude, les insiders qui sont les mieux informés, eh bien, ce sont le CEO, c'est-à-dire le président directeur général, le directeur général et également le directeur financier. On passe maintenant aux investisseurs institutionnels. C'est en fait ce que j'appelais un peu plus tôt dans la vidéo les intermédiaires. C'est-à-dire ce sont les fonds de pension, les fonds communs de placement, les sociétés d'assurance qui gèrent de l'épargne de façon mutualisée et qui investissent des très gros montants. Quand le pourcentage d'investisseurs institutionnels sur un titre va avoir tendance à augmenter, ce qui va se passer, c'est que la liquidité sur le titre va augmenter, la liquidité, c'est-à-dire le nombre d'actions échangées par jour. Alors le problème, c'est que quand vous avez beaucoup d'investisseurs institutionnels, eh bien, il y a assez peu de chances que vous trouviez des anomalies de valorisation, c'est-à-dire que vous trouviez des titres vraiment à des prix très attractifs. À l'inverse, s'il y a très très peu d'investisseurs institutionnels qui sont investis, à mon avis, il y a quand même plus de chances de trouver de bonnes opportunités d'investissement. Cette vision sur les investisseurs institutionnels, elle est partagée par un investisseur très connu qui s'appelle Peter Lynch. Donc c'est un investisseur qui a eu beaucoup de succès et il a écrit un livre justement pour parler des critères que vous devez appliquer pour sélectionner les actions. Et donc justement, il parle des investisseurs institutionnels et pour lui, au moment où vous achetez l'action, ce qui vaut mieux, c'est qu'il y ait quasiment aucun investisseur institutionnel dans le capital et même aucun analyste qui publie, donc qui analyse les titres. Et donc effectivement, je suis d'accord avec lui, dans ce genre de situation, bien entendu, on va avoir plus de chances d'avoir une anomalie de marché, donc d'avoir un prix extrêmement attractif. Le seul problème, c'est que ensuite, il vaut mieux qu'il y ait des investisseurs institutionnels qui arrivent parce que eux vont contribuer peu à peu à faire augmenter la valeur du titre. Donc la situation idéale, c'est d'investir au moment où il y a peu ou pas du tout d'investisseurs institutionnels. Et ensuite, il faut espérer qu'il y ait des investisseurs institutionnels qui viennent peu à peu se positionner sur le titre. Personnellement, j'aime bien cette stratégie, mais je ne pense pas qu'il faille appliquer de manière
trop strict ce critère, le problème avec cette stratégie, c'est que vous risquez d'être bloqué sur des titres dont la valeur n'augmente pas pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Voilà, donc il vaut mieux, à mon avis, être à la fois sur des titres avec très peu d'institutionnels et aussi sur des titres qui en ont un petit peu plus. Une dernière remarque sur les critères liés à l'actionnariat. Historiquement, ce qu'il a été montré, c'est que les sociétés pour lesquelles l'État est actionnaire ont de moins bonnes performances boursières que les autres sociétés. Donc c'est le cas notamment en France. On a de nouveau un exemple récent avec EDF. Donc EDF, il vient d'être annoncé qu'il va y avoir une offre publique de retrait sur les titres à 12 euros par action, c'est-à-dire que les derniers actionnaires qui ont encore des titres vont être obligés de les vendre à 12 euros par action, sachant que la cotation en 2005 a été faite à 32 euros par action. Alors c'est vrai qu'il y a eu des dividendes versés dans l'intervalle, mais au final, c'est quand même une très mauvaise opération financière. Sixième et dernier critère, l'évolution du cours de bourse. Donc effectivement, il va être possible, en analysant le graphique d'évolution du cours de bourse, d'identifier les moments où il est plus pertinent d'investir. Alors il y a une première chose qu'il faut bien accepter, c'est que vous n'allez pas arriver à acheter au plus bas. La probabilité est vraiment très faible. En revanche, il y a des techniques qui vont vous permettre d'optimiser votre prix d'achat. Globalement, pour définir le moment où vous allez investir, il y a deux techniques. La première technique, eh bien, si vous ne voulez pas trop vous embêter, vous utilisez la technique qu'on appelle du DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Donc le principe, c'est que vous allez investir un montant fixe à intervalles réguliers. Donc par exemple, une fois par mois, vous allez répartir cet investissement, par exemple sur un an, tous les 15 du mois, vous allez investir le même montant. Avec cette technique-là, ça va vous permettre eh bien, de lisser votre prix de revient et de ne pas être trop affecté par la volatilité du cours. La deuxième technique, qui va nécessiter plus d'analyse, c'est d'arriver à identifier un moment où il y a une tendance haussière sur le titre. Donc pour identifier une tendance haussière, ça peut être simplement donc, votre cours le cours de bourse qui a augmenté au cours du dernier mois, ou alors vous pouvez regarder par exemple les moyennes mobiles sur au moins 20 jours et voir s'il y a une tendance haussière qui commence à se dessiner. L'idéal étant que, en même temps que cette tendance haussière, vous ayez également une augmentation des volumes parce que ça signifie qu'il y a un intérêt qui commence à augmenter sur le titre. Alors pourquoi est-ce que l'on attend d'être en tendance haussière pour investir? Eh bien, en fait, il y a des backtests qui ont été faits sur de très longues périodes et justement qui ont démontré que quand vous investissez au moment où la tendance haussière a commencé, eh bien, in fine, sur de longues périodes, vous avez plus de chances de générer beaucoup de rendement. Et donc là, c'est un test qui a été fait justement, donc qui est montré sur ce site, sur une période de 12 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu regarder la différence entre une stratégie classique où vous allez analyser des ratios classiquement et une stratégie dans laquelle vous allez, en plus de ça, eh bien, sélectionner uniquement les sociétés qui sont en tendance haussière. Donc là, pour le coup, ils ont pris une croissance du cours sur 6 mois. Ils ont uniquement pris les meilleurs. Et on se rend compte, in fine, qu'effectivement, eh bien, quand vous rajoutez ce critère, vous augmentez considérablement la performance de votre portefeuille. Donc là, ils affichent une amélioration du rendement de 380%. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est juste que quand vous investissez sur un titre qui est déjà en tendance haussière, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette tendance haussière continue. En revanche, il y a une stratégie qui est extrêmement périlleuse, c'est d'acheter quand le titre est en phase de forte baisse. Ce que dit le dicton boursier, c'est on n'attrape jamais un couteau qui tombe. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que les variations à la baisse sont souvent regroupées assez proches les unes des autres. Donc quand vous rentrez sur un titre après qu'il y ait eu par exemple une baisse de 25% par rapport au dernier point haut, eh bien il y a malheureusement une forte probabilité pour que le mouvement de baisse continue et que vous ayez encore du moins 20, moins 30% sur votre titre. Par ailleurs, ce que l'on sait en analysant l'historique de la variation des actions, c'est que si vous arrivez à éviter les quelques pires journées de baisse sur la cote, eh bien vous allez améliorer considérablement votre performance. Vous avez un exemple ici avec le S&P 500, c'est sur une durée de 20 ans.
Et on vous montre donc en noir l'évolution de l'indice S&P 500 et en bleu, juste au-dessus, eh bien, l'évolution de la performance si vous arrivez à éviter simplement les 10 pires journées de variation. Et vous voyez que simplement en évitant 10 journées, eh bien, vous arrivez à multiplier par 2 votre performance sur les 20 ans. Cette nécessité de ne pas investir pendant les périodes de forte baisse se comprend en fait assez bien en analysant la psychologie des investisseurs. Les périodes de forte baisse sont liées à la peur des investisseurs, alors que les périodes de hausse sont liées, on peut dire, à la cupidité des investisseurs. Et en réalité, la peur s'exprime toujours plus violemment que la cupidité. Je vous ai donc prévenu, et si vous tentez quand même cette stratégie de racheter pendant des phases de baisse très fortes, eh bien assurez-vous de très bien connaître la société, de très bien connaître son marché également, pour que vous arriviez à bien dormir la nuit. Voilà, j'en ai terminé avec ces critères. J'espère que ça va vous donner des pistes de réflexion pour justement savoir quel type d'actifs vous devez mettre dans votre portefeuille. C'est vraiment ça le cœur du sujet de tout le contenu que je produis. Mon objectif avec la chaîne Patrimoine en Action, c'est de vous transmettre les connaissances dont vous avez besoin pour gérer correctement votre épargne et construire votre portefeuille sur le long terme. J'y aborde de façon globale l'économie, la finance et les principes de gestion de patrimoine. En complément des vidéos, si vous voulez aller plus loin dans l'application, si vous voulez lire les analyses que je fais de sociétés du monde entier, eh bien vous pouvez vous abonner à mon Substack, dont voici le lien, il va s'afficher en haut à droite de l'écran et il est aussi juste en dessous dans la description. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.